Donc on va commencer avec un mot d'accueil de Monsieur le Consul Général. Allez. Merci beaucoup, cher David. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ici à la résidence à la Villa Basset pour ce bel événement co-organisé par deux de nos plus belles associations françaises et francophones de Shanghai, la Société d'Histoire des Français de Chine et puis l'UFE. Merci à vous David, à vous Benjamin et à toutes les équipes des deux associations de leur travail pour préparer ce bel événement. Je suis vraiment ravi d'accueillir ici autour de vous, Marie-Astrid Trash, et de la sortie de votre livre et Shanghai demeure. On s'était rencontrés il n'y a pas si longtemps, en fait, au mois de mai, lors de votre première venue depuis votre départ de Shanghai en 2022. Et j'avais été tout à fait conquis par votre projet et la présentation de votre livre. Donc c'est avec grand plaisir aujourd'hui que j'accueille quelques-uns de nos Français et de nos Français de Shanghai et puis aussi des amis chinois passionnés de littérature. Hein, j'en vois certains sur la gauche pour cet échange autour de la sortie de votre roman avec deux co-conférenciers, on va dire, Pierre et Christophe. La littérature, je ne vais pas être très long, mais elle a toute sa place ici dans notre relation d'amitié entre la France et la Chine à Shanghai. D'ailleurs, même dans cette pièce et dans cette maison, on avait organisé il n'y a pas très longtemps un événement pour le Goncourt de la Chine, qui est quelque chose qui se fait chaque année. Et la prochaine édition, d'ailleurs, aura lieu ici avec l'ambassadeur. Ce sera le moment où nos amis lecteurs chinois choisiront leur prix Goncourt. On organise régulièrement des événements, des rencontres. Il n'y a pas très longtemps, c'était l'autrice shanghaïenne Wang Ani qui était venue aussi nous présenter un peu son travail. Donc c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille pour un livre qui parle de Shanghai, écrit par une shanghaïenne qui a vécu ici entre 2016 et 2022, donc quand même 6 années, une période longue et riche. Et donc une sortie qui était attendue, je crois, par beaucoup d'amis ici à Shanghai. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à David pour présenter un petit peu la soirée. Mais encore une fois, bienvenue à toutes et tous. Merci Marie-Astrid de nous honorer de votre présence et bonne conférence à chacune et à chacun d'entre vous. David, Merci. il faut que je vous passe le... On innove un peu sur les micro-cravates, c'est bon? Ah là. Non, voilà, t'es sûr qu'il y a quelque chose J'ai appuyé sur un truc là. Attends. C'est bon. C'est juste pour... Non, c'est bon, non. Excusez-nous, hein. Ça y est, c'est vert. Bon, je ne sais pas si c'est enregistré, mais on verra bien. Bon, là, ça l'a envoyé. Merci. Alors, écoutez, les bons discours commencent toujours par une litanie de remerciements. Donc, on va remercier bien évidemment Monsieur le Consul et les équipes du consulat en particulier pour nous accueillir. Et on remarque que depuis un peu plus d'un an, on fait quand même beaucoup de choses à la Villa Basset en dehors de ce que fait la Société d'Histoire. Et c'est grâce à tout le dynamisme de Monsieur le Consul. Donc on vous remercie beaucoup. Il fallait rendre à César ce qui appartient à César. On remercie Franck, conseiller culturel, et Ueda, qui doit être dehors pour avoir été dans l'équipe qui a permis cet événement. Bien évidemment, Séverine, Louis, comme d'habitude. Et on est particulièrement heureux ce soir de co-organiser cet événement avec l'UFE. Donc on essaye, on a un réseau associatif qui est assez dynamique à Shanghai, vous le savez tous. Et voilà, essayer de croiser les bonnes énergies, on va dire, c'est ce qu'on essaye de faire à la Société d'Histoire aussi. Et on est très très heureux donc de le faire avec l'UFE, avec Benjamin, Véronique et toi, Pierre, qui est derrière moi, je te cache. Mais voilà, ça c'est écoutez, une très bonne expérience jusqu'à maintenant. On va voir si ça se finit bien tout à l'heure. Mais c'était... ça sera à refaire, je pense. On remercie aussi quelqu'un qui n'est pas là, mais qui a longtemps été à Shanghai, qui s'appelle Nicolas Ajac, qui nous offre le Beaujolais qu'on va boire tout à l'heure, qui vient de FB Wine, et il fallait que je le mentionne. Voilà, et bien évidemment, on remercie tous les présents ici, parce que sans vous, on n'est pas grand-chose. Et puis, on remercie Marie-Astrid d'avoir pensé à nous, Société d'Histoire, mais aussi à nous, UFE, pour co-organiser cet événement à la Villa Basset. On est très très heureux de le faire avec toi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Société d'Histoire, je m'appelle David Morizot, c'est moi qui préside la société. Le but, c'est de vulgariser l'histoire franco-chinoise. Donc on est plus ou moins, tu vas nous raconter dans le sujet, mais quand même beaucoup. Et voilà, on fait beaucoup de choses. Par exemple, là, on va avoir dans quelques jours un podcast qui va être diffusé sur l'histoire de l'opium en Chine. Vaste sujet, comme vous le savez. Mais voilà, d'ici 2 jours, normalement, ce sera publié. Donc abonnez-vous sur les différentes plateformes qui permettent la diffusion de ce podcast.
On a aussi un club recherche qui se réunit tous les 2 mois et qui est animé par Christophe. Et la semaine prochaine, un sujet qui est très demandé par les historiens amateurs que nous sommes, le sujet est les archives. Donc comment chercher dans les archives, comment ça fonctionne, qu'est-ce que veut dire quoi, etc. On a un étudiant de l'école des chats, donc on a quand même quelqu'un avec une grosse pointure, qui va un peu nous aider sur ces sujets-là. Donc c'est en ligne, vous pouvez tous participer, c'est gratuit et d'ailleurs pas simplement limité aux membres de la Société d'Histoire, c'est ouvert à absolument tout le monde. Donc soyez, si vous êtes curieux, allez-y. Et puis dernière chose, on aime aussi beaucoup les livres à la Société d'Histoire et en ce moment on fait une levée de fonds pour rééditer un vieux livre qui est le livre des merveilles de Marco Polo, mais en version, si vous voulez, 15e ou 16e siècle, avec des enluminures dans tous les sens et dans une très très belle réédition, très 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 beau format. Mais on a besoin d'avoir 200 commandes pour pouvoir réussir à avoir le nombre qu'il faut pour qu'on soit en réalité à l'équilibre sur nos finances. Donc on compte sur vous pour passer des commandes. Là, je crois qu'on a fait 25% du chemin, 30%, quelque chose comme ça. Donc on compte sur vous pour y arriver d'ici la fin du mois. Comme ça, on peut lancer les commandes et ça sera prêt normalement en décembre pour les vacances de Noël. Pensez-y. Voilà, j'ai fait un peu de ma pub. Alors, comme vous savez, Gauthier Roux est le responsable des conférences à la Société d'Histoire. Donc en ce moment, il est soit sur le chemin, soit encore dans son avion parce qu'il revient de Grèce. Donc je le remplace aujourd'hui pour faire l'introduction. Et pour faire l'introduction, on va parler d'un écrivain que les passionnés de Shanghai connaissent, qui s'appelle Guy Brossolét. Qui connaît Guy Brossolét? Alors là, il va falloir travailler. Je m'étouffe. Il faut travailler vos grands classiques. Guy Brossolét a écrit un des meilleurs livres sur Shanghai, c'est les Français de Shanghai. Donc, si vous voulez avoir un livre qui explique la concession française de Shanghai, lisez-le. Et il disait qu'en fait, la concession et cette époque-là, elle était marquée par 3 choses, par 3 types en fait de personnages qui étaient César, qui représente le pouvoir. On parlait de César tout à l'heure. On parlait de Dieu, évidemment, il y avait les missionnaires à l'époque. Et puis, il y avait Manon, qui représente l'argent, comme vous savez. Et donc, on avait ce mélange de diplomatie, d'hommes d'affaires et de missionnaires et de religieux qui étaient là. Et tout ça, il disait, lorsque tout ça était ensemble, permettait de concevoir Shanghai. Mais finalement, Guy Brossolét avait oublié quelqu'un, c'est Vénus. C'est quand même pas mal amené, hein. Vénus, qui quand même amène un peu de piment dans cette histoire. Ok, donc ce soir, on va parler de Larissa Andersen, russe blanche, née en Sibérie, exilée en Chine en 1922, et qui fut un personnage, vous allez en parler beaucoup mieux que moi dans les détails, mais voilà, danseuse, poète, muse, apatride, etc., peut-être même espionne. Et c'est ça qui va nous replonger un petit peu dans le Paris de l'Orient, de ce qu'on imagine du Shanghai des années 30 et qui va nous amener même jusqu'au début des années 50. C'est donc une très, très belle histoire. Et voilà. Et tu as fait, Marie-Astrid, croiser cette histoire avec l'histoire aussi de quelqu'un qui est à Shanghai de notre temps. Et c'est ce dialogue un peu romanesque qui aboutit à ton livre qui est là ce soir, qui est un long projet, qui est donc un fascinant dialogue. Et donc voilà, livre publié en juin dernier aux éditions Paulsen. J'en ai presque fini. On s'était donc ce que je voulais te dire, Marie-Astrid, tu es de la famille, c'est pour ça que je te disais que tu es un peu à la maison ici, tu n'as jamais vraiment habité ici, hein. Mais tu es de la famille, tu as été shanghaïenne, comme le rappelait monsieur le consul, tu as été shanghaïenne pendant longtemps. Et donc, quoi de mieux que de parler de Shanghai avec une shanghaïenne. Bon, on est très très heureux de te retrouver ici. Alors, en termes de format, comment ça va se passer ce soir? On a Pierre Alivon de l'UFE et Christophe qui vont faire dans un format, Christophe dans Club Recherche Société d'Histoire, vous avez noté, qui vont faire dans un format table ronde, poser quelques questions à Marie-Astrid. Ça va vous prendre entre 40 minutes, peut-être un petit peu plus, 40 minutes, 1 heure, pas plus. Et puis après, bien évidemment, on va ouvrir comment on dit en très mauvais français, on va ouvrir les questions à la salle pour avoir un échange avec vous. Donc il y a à peu près une trentaine de minutes qui sont prévues d'échange avec la salle. Une fois que ça c'est fini,
On a une cinquantaine de livres de Marie-Astrid qui sont là-bas. Elle pourra donc les dédicacer. Ils sont à la vente et on les a, grâce à la librairie française qu'il faut remercier d'ailleurs, on les paye à peu près le même prix qu'en France. Donc on va les vendre ce soir à 200 yuan, ce qui correspond à peu près aux 21 euros qui est le prix en France. Donc voilà, on remercie la librairie française d'avoir fait tout le boulot, y compris de passer les douanes, qui est quand même quelque chose de pas très simple. Et on en a donc 50 ce soir qui sont à votre disposition. Alors, une petite règle, chacun va en prendre un dans un premier temps, parce que je sais qu'il y en a qui en veulent plusieurs. Et puis, s'il nous en reste, ensuite, on pourra en acheter plusieurs. Mais voilà, on va mettre un petit quota au départ. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Je laisse maintenant la parole à ceux qui ont préparé cette soirée depuis plusieurs semaines. C'est bon? Attention. C'est parti. Attendez. Voilà. Ok. Bonjour à tous. Donc ma première question, c'est que tu vis maintenant à Singapour et pourtant Shanghai demeure toujours en toi. Et ma première question serait comment tu as connu Larissa Anderson et qu'est-ce qui t'a éveillé à son intérêt pour faire ce livre et écrire toute cette aventure. Et en même temps, quand on lit le livre, elle garde toujours à l'esprit en fait d'où elle vient. Et donc elle est venue à Shanghai et à Shanghai elle a une nouvelle vie. Et comment elle fait passer son histoire d'avant à aujourd'hui. Et pourquoi venir aussi s'oublier à Shanghai, parce qu'elle a quitté évidemment sa ville d'origine pour venir à Shanghai. Alors, le tout début de l'histoire, c'est une conférence organisée par Paul French lors d'un festival, Literary Festival de Edmund de Boon, que beaucoup ont connu. Et Paul French venait pour présenter son livre City of Devils, donc qui se passe à Shanghai. Et à la fin de sa présentation, il passe un certain nombre de slides avec des photographies de gens qui ont rencontré ces deux héros, de gens qui ont réellement existé à Shanghai. Il y a beaucoup d'hommes et tout d'un coup, il y a une photo qui est la photo. Alors, je pense qu'on peut la. Ça vient? Ben voilà, super. C'est la photo qui est sur la jaquette du livre. Il y a cette photo qui arrive et Paul French lit un poème de Larissa. Et moi, je suis subjuguée. Je suis subjuguée par la beauté de cette femme. J'écoute en même temps ce poème. C'est assez triste alors qu'on la voit sourire. Et puis, Paul French raconte en quelques lignes, dit voilà, c'est une Russe. Donc, moi, j'ai commencé le russe en 6e et c'est vraiment un pays, une culture qui m'ont toujours plu et ça a été un peu le fil rouge de toutes mes études. Ensuite, il raconte qu'elle a passé plusieurs années, beaucoup d'années, presque 23 ans en Chine et puis qu'elle est morte en France. Et là, je me dis, c'est quand même incroyable. Je suis française, j'habite à Shanghai et j'aime Shanghai. Et puis, il y a cette Russie qui nous rapproche aussi. Je décide de commencer à chercher un petit peu. Et en fait, plus je tire de fil, plus je me rends compte qu'elle a une histoire incroyable. Et plus j'ai envie non pas d'écrire juste un simple portrait, parce qu'initialement, je voulais écrire une série de portraits sur des femmes à Shanghai, mais d'écrire quelque chose autour d'elles. Et ce qui me touche aussi, c'est que dans l'histoire, quand on parle souvent de l'histoire de Shanghai, c'est très souvent incarné par des hommes. Et là, tout d'un coup, je vois une femme et je me dis que son histoire va me permettre de parler et de Shanghai et d'elle. Et ça me parle beaucoup. Donc, l'histoire commence comme ça, avec Larissa. Alors après, oui, chercher l'oubli à Shanghai, c'est quelque chose qui est... je me suis rendu compte, en fait, en commençant à... J'ai beaucoup lu sur l'histoire de Shanghai quand je suis arrivée à Shanghai. J'avais commencé avec un livre de Bernard Brizet, Shanghai, le Paris de l'Orient. Et j'ai été tout de suite fascinée par l'histoire de la ville. Et quand on lit des histoires, les destins de gens qui ont vécu à Shanghai, certains sont morts, d'autres sont nés là-bas, d'autres ont passé des années difficiles à Shanghai, il y a toujours quelque chose qui se passe dans cette ville. Elle laisse personne indifférent. On la déteste ou on l'adore. Enfin, voilà, on ne peut pas être indifférent à cette ville. Et tous ces personnages et ces histoires
il y a un moment où on se rend compte que cette ville permet l'oubli. Et cette ville a quelque chose, un rapport assez particulier avec son passé, avec la mémoire. Je pense, enfin moi en tout cas, ce que m'a appris Shanghai, c'est de vivre l'instant. On saisit l'instant et on le vit. J'ai appris à vivre dans le présent dans cette ville. C'est une ville aussi qui se projette dans l'avenir, mais quand on commence à parler du passé, c'est toujours plus compliqué. Quand on fait des recherches, c'est difficile de faire des recherches à Shanghai. Il y a, voilà, parfois ce passé est un peu malmené, où il est changé, où on ne veut pas en parler, où on en parle d'une façon. Et cette histoire de l'oubli et de la mémoire à Shanghai, ça a été un peu mon fil rouge. Parce que Larissa, elle arrive à Shanghai une première fois pour attendre une demande en mariage et puis pour danser, parce que c'est son grand rêve. Et puis elle va y retourner une deuxième fois pour oublier. Et ma narratrice, qui s'appelle Pauline, arrive à Shanghai aussi pour oublier. Et en oubliant ce qu'elle a vécu avant, elle va partir sur les traces de Larissa. Et d'une certaine façon, en partant sur ces traces, c'est restaurer une mémoire. Donc voilà. Et écrire aussi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on fixe des mots. Et en fixant ces mots-là, on restaure une mémoire, pareil. Et donc, ça m'amusait de travailler sur ces deux fils-là, la mémoire et l'oubli, parce que vraiment, c'est quelque chose une tension qui est assez forte, je trouve, dans la ville et dans l'histoire de Larissa et dans l'histoire de ma narratrice. Très bien. Et une dernière question, hein, perso, c'est que là, tu as écrit ton livre, et donc maintenant, tu as un recul. Est-ce que tu aurais modifié des choses maintenant? Parce que quand on crée quelque chose, après on se dit, bon, il y a peut-être des choses à améliorer. Est-ce que tu aurais changé quelque chose dans la façon dont tu présentes Larissa? Non. Non. Non, mais... Très bien. Non, ça a été un très long processus. D'accord. C'est très long d'écrire. Ça m'a pris un peu plus de 3 ans. Ensuite, une fois que j'ai trouvé un éditeur, il a fallu aussi retravailler certaines choses. Alors heureusement, ma base était là, mais j'ai énormément aimé ce travail parce qu'ils vous font, c'est un peu comme une pâte, comme un gâteau. Avec leur expérience et leur règle, ils vous font lever des choses que vous ne voyez plus, que moi j'en pouvais plus en fait. Mon texte, vous l'avez tellement lu et relu que voilà, ça vous parle plus. Et je trouve que ce travail-là a permis vraiment d'aboutir et je ne toucherai rien et j'aurais pas envie de le retravailler. Donc non, ouais. il est abouti. Très bien, on va... Merci. Allez, vas-y. Désolé, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de choses. Comme la maison d'honneur. Ouais, c'est trop d'honneur. Je veux bien commencer. Vas-y, alors attends. Voilà. Merci. Bon, merci Pierre pour tes premières questions. Donc, nous allons passer sur la partie plus club recherche maintenant. C'est vrai qu'à la base, on avait pensé faire un club recherche avec toi, Marie-Astrid, autour de ton livre. Et finalement, on se retrouve dans un autre format et c'est pas plus mal parce que du coup, on a beaucoup plus de public que 10 ou 15 personnes sur une session Teams. Et c'est un autre format, c'est très agréable aussi de pouvoir parler donc du club recherche ce soir. Donc, pour rappel, le club recherche, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais qu'il y a quelques habitués quand même dans la salle, c'est la partie en fait de la Société d'Histoire qui cherche en fait à faire émerger des petites recherches par d'humbles chercheurs amateurs, historiens amateurs de Shanghai. Motiver les troupes en fait en permettant aux gens de se retrouver et de partager en fait les travaux sur lesquels ils ont commencé à faire des recherches. Donc souvent petit à petit en lisant des livres comme tu as commencé, en faisant des recherches sur Internet, en essayant aussi des fois d'aller à la bibliothèque comme à Azikawa, pour ceux qui connaissent, on va en parler un peu plus loin tout à l'heure. Donc exactement ta démarche à toi. Et donc c'est un privilège pour nous de pouvoir t'avoir ce soir, car tu es un peu un exemple le plus abouti, donc arriver à une publication en plus littéraire. Donc quelque chose de très beau, de très, très complet. Donc voilà. Je vais passer à mes questions, qui vont être plus donc, sur l'aspect recherche, l'aspect source en fait donc de ton travail. On va essayer de rien oublier tout en n'étant pas trop complet pour pas vous noyer non plus dans les détails. Voilà. Donc déjà simplement une question un peu naïve. Quelles sont les principales sources sur lesquelles tu as travaillé pour écrire ton livre et Shanghai demain? Alors, il y a deux sources principales. Comme je vous dis, quand j'ai commencé donc ça commence par cette photographie.
je vais chercher sur Internet, en fait, qu'est-ce qui a été écrit sur Larissa. Je tombe très vite sur des sources en russe, et notamment sur une femme qui s'appelle Tamara Kalibierova, qui est une journaliste qui habite à Vladivostok et qui est la légatrice testamentaire de Larissa, que j'appelle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué mon russe. Elle parle ni français ni anglais. Et elle me dit, bah, écoutez, c'est incroyable que ça vous intéresse, venez me voir. Je dis, oui, d'accord. Alors, je prends un visa, c'était compliqué, mon mari voyageait beaucoup, enfin, il faut trouver une date. Ça change plusieurs fois. Et puis, un matin de février 2019, j'arrive à Vladivostok. Elle m'accueille à l'aéroport et puis elle me dit, la première chose qu'elle me dit, c'est bonjour, bien sûr, vous avez fait exprès pour la date. Je regarde, je ne savais plus quel jour on était, je n'avais pas dormi dans l'avion, j'étais arrivée un vol de nuit. Je dis, bah, écoutez, non, enfin. Elle me dit, mais vous savez, c'est le jour anniversaire de Larissa aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire parce que je suis née le même jour et moi, je ne crois pas au hasard, donc vous n'êtes pas là par hasard. Et à partir de là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est noué. Et Tamara, donc je passe 3 jours à Vladivostok et Tamara, le dernier jour, me dit, eh bien, il y a un certain nombre des journaux intimes de Larissa. Moi, je pensais qu'ils avaient tous été détruits parce que Larissa a beaucoup voyagé. Et, il y a un certain nombre de ces journaux qui ont été conservés. Et si vous voulez, je vais vous les montrer. Donc, je vous ai pris des photos, voilà, quelques-uns de ces journaux de sa période shanghaïenne. Donc écrit en russe manuscrit, et Tamara me donne l'autorisation de les scanner. Donc j'ai une après-midi, je vide mon téléphone et je scanne à peu près 600 pages de journaux dans l'après-midi pour pouvoir ensuite prendre le temps de les lire, de les déchiffrer, parce que c'est pas simple. Enfin, vous voyez, même le français, quand on lit des lettres de ses grands-parents, arrière-grands-parents, parfois, c'est pas évident. Heureusement, Larissa a une très jolie écriture, donc assez lisible. Et donc, ma source principale, ça va vraiment être ma source primaire, ce sont les écrits de Larissa. À la fois ses journaux intimes, mais aussi une partie de sa correspondance, de ses souvenirs. Non, tu peux rester sur celle d'avant pour le moment. Merci, David. Une partie de ses souvenirs et aussi ses poèmes, parce que Tamara a publié en Russie. Elle a fait un énorme travail avec Larissa, qu'elle a connue, et elle a fait un gros travail avec Larissa pour retrouver sa correspondance, lui demander à qui elle envoyait, qui étaient les personnes, les poèmes, quelles étaient les années, etc. Et tout ce travail a abouti à un livre qui a été publié en 2006 en Russie et que Tamara me donne. Donc voilà, ça va être vraiment ma base, ma source primaire. Là, j'ai 600 pages, donc je vais y passer plusieurs mois avec des allers-retours avec Tamara parce qu'il faut qu'elle m'explique. Donc j'entoure parfois quand je vois des prénoms, des noms. Je vais souligner d'une couleur ou d'une autre quand je retrouve des lieux, quand je vois que c'est quelque chose qui est important. Je passe quand même du temps aussi à traduire parce que je ne suis pas sûre de moi sur certaines choses. Et Tamara va vraiment très gentiment et très patiemment me donner toutes les clés qu'elle a sur la femme qu'elle a connue donc pendant une quinzaine d'années. Donc ça, c'est ma principale source. Et à côté de ça, l'autre source, ce sont les livres. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'histoire de Shanghai. Je parlais de Bernard Briset, mais il y en a beaucoup. Guy Brossolet, bien sûr, mais aussi Marcia Aristeno, qui a écrit un livre remarquable sur tous les émigrés juifs et russes qui arrivent à Shanghai dans les années 30, début des années 30, mais même années 20 pour les Russes. On a aussi Shanghai Grants de Tara Gresco, on a aussi Bernard Wasserstein, Wartime in Shanghai. On en a énormément et ces livres vont beaucoup m'aider à décrypter parfois certaines choses que Larissa dit et je ne comprends pas forcément ce qui est en train de se passer. Et du coup, grâce à ces travaux historiques, pour le coup, moi je ne suis pas historienne, j'arrive à mettre en parallèle les deux. Merci beaucoup. Donc là, ça amène la deuxième question. C'est totalement de l'improvisation, évidemment. Tu t'es retrouvé donc devant ces centaines de pages. Tu prêtes à Pauline, donc qui est un peu ton alter ego, j'imagine, dans le roman, même si c'est peut-être pas exactement toi. Tu lui fais dire: depuis mon retour de Vladivostok, je suis accroché à ces centaines de pages manuscrites comme un naufragé à sa planche de salut. Tes mots s'agrippent à moi, ils ne me lâchent plus.
Alors, comment tu as fait pour te désagripper de tous ces mots, ces centaines de pages qui étaient en plus en russe, et confronter ça en plus aussi aux sources historiques des livres, de la littérature historique? Comment tu as désembrouillé tout ça pour rester peut-être aussi, garder une certaine distance vis-à-vis de cette source avec laquelle tu pouvais être très fortement en empathie Oui. et rester dans un travail un peu Oui. historien? Alors, très en empathie parce que, en fait, Larissa a à peu près mon âge sur certaines années. Donc, évidemment, on n'a rien à voir. Les vies sont très différentes. Mais ce qui est très fort, c'est qu'elle raconte, c'est un journal intime, donc elle raconte aussi des combats très personnels sur son équilibre vie professionnelle, vie personnelle, sur ses amours, sur ses chagrins, sur des attentes. Enfin, donc ça résonne très fortement. Et puis, elle parle de lieux que je connais. Elle parle du Lyceum Theatre, elle parle du Paramount, elle parle de différents clubs. Et donc, grâce aux travaux des historiens, bah, je vois où ils sont. Il y en a quelques-uns qui sont encore debout, il y en a d'autres qui ont disparu. Et avec toute cette masse d'informations, ce que je fais, c'est que je fais c'est basique, mais un énorme tableau Excel. Alors, je vous ai fait mais il est gigantesque, où en lisant en fait chaque page, je prends dans son journal, je fais un petit résumé sur chaque jour pour garder en tête ce qu'elle dit. Et en parallèle, je prends ce que j'apprends dans tous ces livres, dans les journaux, pour avoir en fait les deux en parallèle. Et l'avantage de ce tableau Excel basique, hein, je ne sais pas gérer Excel, mais par contre, je sais mettre juste un mot-clé en haut et vous avez ensuite tout qui défile quand je cherche, je ne sais pas, le Lyceum Theatre, et je vais le taper et là, j'ai toutes les entrées et donc je peux après me référer aux journaux de Larissa. Donc ça m'a pris plusieurs mois d'avoir en fait une base sur laquelle je peux ensuite m'appuyer pour retracer la vie de Larissa et comprendre certains points qui sont un peu nébuleux pour moi. D'accord. Effectivement, très beau tableau. Je m'en suis inspiré récemment pour commencer un travail. Mon point suivant, ça sera l'idée en fait comme ça que tu as créé, tu as construit ton livre en fait, effectivement, entre des allers-retours entre le journal de Larissa, qui est un peu sa vie romancée, en fait, et d'un autre côté, donc Pauline, qui fait ses recherches avec ses états d'âme d'un côté, mais avec aussi la partie recherche qui est très très mise en avant, très intéressant aussi du coup pour des gens qui seraient intéressés pour faire de la recherche. Et par exemple, là j'ai un petit passage que je vais vous lire, qui m'a marqué parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup à Shanghai, et que pas mal d'entre nous ont peut-être eu la chance de fréquenter, au moins de visiter une fois. Donc vous allez la reconnaître rapidement. Donc je cite le passage, excusez-moi, un petit peu enrhumé. Cet après-midi, malgré la lumière d'un beau soleil de mai, je vais m'enfermer à la bibliothèque de Zikawe. Ce vieux bâtiment, construit par les jésuites au milieu du 19e siècle, se trouve aujourd'hui coincé entre Caoshi North Road, de la grosseur du périphérique parisien, un centre commercial et une clinique de chirurgie esthétique. Ses colonnades blanches, ses balcons et ses fenêtres aux persiennes fermées n'attirent pas les foules. Au premier étage, la salle est toujours vide. Longue table de bois, veilleuse aux pieds dorés, des lattes du parquet grincent à chaque pas. Tous les journaux étrangers publiés à Shanghai y sont conservés, du milieu du 19e siècle à l'arrivée des communistes. Une manne partiellement numérisée que chacun peut consulter gratuitement. Quelle jubilation de tourner les pages de ces vieux journaux et de remarquer, ici et là, une annonce entourée, un mot souligné. J'imagine ces hommes et femmes arrivés de France, de Russie, d'Allemagne, d'Amérique, qui ont parcouru ces colonnes, ce papier imprimé qui survit à la somme de leurs intelligences, de leur beauté, de leur vie, aujourd'hui disparue. Donc ce passage m'a touché parce que je m'y suis vu, ainsi que certains d'entre vous peut-être, et c'est une très belle description de la bibliothèque de Zikawa en français. Et donc voilà, ma question c'est comment tu en es venu à cette construction en fait, qui n'est peut-être pas si évidente, de faire apparaître à ce point-là ta démarche de recherche en fait dans ton livre. Alors il y a certains qui sont dans la salle qui ont suivi le départ de mon projet. Et quand j'ai commencé à écrire et à parler un petit peu de Larissa, de toute cette quête, je me suis rendu compte que ce qui intéressait beaucoup, c'était l'enquête en fait. C'était savoir, ah bon, mais alors tu as eu accès à ça, et après avec ça, qu'est-ce que tu as fait? Ah bon, et tu as rencontré un tel. Et en fait, c'était de passer de ces étapes l'une à l'autre, c'était ça qui était stimulant et intéressant. Et donc l'idée, c'était pas d'écrire un livre qui lisserait le tout et qui servirait un plat tout fait. C'était de montrer, en fait, de remontrer ces étapes-là
pour que le lecteur vive avec moi en fait chaque pas de cette quête. Et c'est vrai que les journaux de Larissa en fait me permettent de donner des instantanés de vie parce que dans ces journaux, elle parle de ce qu'elle porte, de qui elle a rencontré, etc. Donc très rapidement, vous pouvez recréer quelque chose de romanesque et évidemment en partie inventé. Enfin, quand elle me dit j'ai déjeuné avec Shura au Cercle sportif français tel jour, je vais inventer la conversation qu'elles ont eue, mais je vais l'inventer à partir de tout ce que j'ai lu avant, à partir de tout ce que j'ai lu après sur son journal et aussi de ce qui se passe à Shanghai à ce moment-là. Et les journaux de Zikaway sont une source précieuse, vraiment précieuse. C'est fascinant. Si vous n'êtes pas encore allé dans cette bibliothèque, c'est extraordinaire d'avoir accès à cette matière première. En plus, alors, ils ont en partie numérisé. Moi, à l'époque, je pense qu'ils ont continué parce que les journaux commençaient à s'abîmer. Mais vous pouvez les tourner et vous avez dans ces journaux, vous avez la météo, vous avez les bateaux qui partent de Shanghai et qui arrivent à Shanghai, vous avez le taux de change, vous avez les potins, vous avez évidemment l'actualité. Enfin, vous avez tout. Et donc, ça vous permet d'étoffer le propos. Et en même temps, c'est un outil qu'il faut savoir, il faut savoir aussi prendre du recul. Et tous les travaux des historiens m'ont beaucoup aidé. Notamment, je vous mets un exemple. Là, c'est une photocopie du North China Daily News le 24 février 1946. Il se trouve qu'il y a une petite colonne qui s'appelle The Soviet Community par un certain Léon Bolchoï. C'est un pseudonyme. Finalement, ce monsieur est là pour accentuer la propagande soviétique auprès de la communauté russe exilée à Shanghai pour bien leur dire que tout ce qui est dit par les soviétiques, c'est-à-dire l'amnistie accordée à tous les exilés russes et l'invitation à rentrer au pays, est tout à fait véridique et fondée et qu'ils n'ont pas de crainte à se faire. Tout ça est vrai, rentrer au pays. Et donc, il le fait de façon très ironique, assez mordante. Et c'est vrai que vous vous mettez à la place d'un exilé, la guerre est finie, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer au pays. Beaucoup ont cru à ça et sont rentrés et on n'a plus de nouvelles. Une grande partie a fini au goulag. Et quand on commence, on a différentes sources. Ce qui est intéressant, c'est de les mettre en parallèle. Et là, par exemple, donc il explique que ce sont des rumeurs et que tout ça, bien sûr qu'on oublie tous les crimes de ces exilés russes. Et en parallèle, un des personnages de mon livre s'appelle Valéry Yankovsky, c'est le grand amour de Larissa. Il est arrêté un mois avant et il est envoyé au goulag. Donc évidemment, ça, moi, a posteriori, je peux mettre en parallèle tout ça. Mais ce qui est fou, c'est d'essayer de se remettre dans la tête de ces exilés, d'essayer de comprendre pourquoi la grande majorité sont rentrés au pays. Et on le voit en fait par les organes de presse et par la propagande très active dans un journal qui n'est pas un journal russophone, mais le North China Daily News, qui était très sérieux à l'époque. Voilà, alors il y a les journaux et puis il y a aussi les photos parce que Tamara me donne accès à quelques albums photos. Donc là, c'est amusant, je vois ces photos datent de 1946-1947. C'est une maison sur Hongqiao Road où Larissa a habité. C'était une maison qui a été abandonnée par ses propriétaires qui sont partis pendant la guerre. Et souvent, en fait, il y avait des petites annonces dans les journaux où ils proposaient à ceux qui restaient d'habiter gratuitement dans la maison, de s'en occuper, en disant qu'ils allaient revenir. Et donc, Larissa, en fait, a habité quelques années dans une maison comme ça. Et puis finalement, quand les communistes sont arrivés, la maison a été récupérée. Et puis, les propriétaires, évidemment, ne sont jamais revenus. Et Larissa faisait du coup les trajets vers l'ancienne concession française à vélo depuis Hongqiao. Donc il y a une photo d'elle à vélo. Donc elle raconte en plus dans son journal intime. Alors là c'est sympa, il fait beau, mais on le sait aussi quand il pleut, c'est moins drôle. Et elle faisait donc tous ces trajets aller-retour à vélo depuis Hongqiao.
Donc ça, c'est des extraits de certaines photos. Et puis, Tamara me dit, vous êtes à Shanghai, moi je ne connais pas, je suis venue une fois à Shanghai. Est-ce que vous pourriez m'aider pour certaines photos? Et donc, la suivante, c'est une photo qu'elle me montre et elle me dit, voilà, la légende, c'est Shanghai 1955. Donc, on sait que Larissa a été prise en photo à Shanghai. Est-ce que vous pourriez me dire où la photo a été prise? Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'entre vous là qui vont me dire tout de suite. J'aurais dû leur demander, parce que moi, je ne sais pas. C'était dans l'interview de... Ah oui, alors voilà, donc j'ai déjà dévoilé. Mais à l'époque, enfin moi, je trouve pas. J'ai demandé, j'ai regardé, j'ai cherché, puis j'ai pas trouvé. En parallèle de ça, je fais un aller-retour en France où je rencontre le petit-neveu de Larissa Andersen qui habite à côté du Puy-en-Velay et qui m'ouvre son grenier où là, il y a aussi des trésors dont on va vous parler après. Et notamment, dans ces trésors, il y a un contrat de mariage, qui est le contrat de mariage de Larissa avec Maurice Chaise, qui est donc le Français qu'elle va épouser en 1955. Et me dit, je ne sais pas ce que c'est, il a failli le jeter. Non, c'est quand même incroyable. Il a failli le jeter et il l'a jeté. C'était dans un grand carton, donc vous allez les rouler. Il l'a jeté avec d'autres affaires et c'est le monsieur des poubelles en fait qui lui a dit mais vous n'allez pas jeter ça, il est magnifique, au moins pour les couleurs gardez-le. Donc il a dit bon ok je vais le garder et puis me voyant arriver il me dit vous allez savoir ce que c'est. Alors moi je prends des cours de chinois et j'ai ma prof et amie dans la salle, je pense que je suis une de ses plus mauvaises élèves mais qui m'a énormément aidée parce que je lui montre et je lui dis qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me dit c'est un certificat de mariage. Le mariage a eu lieu le 1er septembre 1955 au district de Changshu. Et elle me dit, mais il doit y avoir un dossier attaché à ce certificat. Elle passe plusieurs coups de téléphone et puis elle me dit, mais si, il faut que je me rende sur Pubei Road aux archives de Shuhui. Ils acceptent de dévoiler le contenu du dossier. J'ai dû donner une preuve que Larissa était bien morte. Donc, j'avais demandé en France à la mairie d'Issingeau qui l'a transférée. Enfin bref, donc je leur donne cette preuve-là. Et ils disent, voilà, vous pouvez pas prendre de photos, on peut rien vous donner, mais vous pouvez nous écouter et prendre des notes. Donc, voilà mon amie Léa qui part là-bas et qui me raconte. Et en fait, dans le dossier, c'était incroyable le nombre de détails qui étaient marqués. Donc, il y avait marqué la date de naissance des deux, évidemment. Je me rends compte que Larissa a encore menti sur son âge. Ça, c'est une histoire, chaque fois, elle s'est rajeunie de quelques années. Je me suis toujours demandé si Maurice, donc son mari, le savait qu'en fait, elle était plus âgée que lui de quelques mois. Il y a aussi donc leur adresse à tous les deux avant leur mariage, la date de leur première rencontre, le lieu de leur première rencontre, Cercle sportif français, et aussi l'adresse de leurs premières années de mariage. C'est le 62 Fuxinglu. Donc, je sais pas, vous avez certainement passé, c'est à l'angle Fuxing-Yangfu, un bâtiment un peu de style mauresque. Bernardine Fritz, qui était la grande mondaine des années 30 à Shanghai, a habité dans un de ses appartements. Et je m'y rends au rez-de-chaussée. Donc, le premier étage est en travaux. Au rez-de-chaussée, il y a une petite exposition temporaire sur les trésors architecturaux du quartier. Et je tombe sur un gros livre que je feuillette et je tombe sur cette double page qui montre les appartements de l'étage qui ne sont pas encore accessibles à l'époque. Et je reconnais les piliers là où est accoudée Larissa sur la photo. Donc, je suis très heureuse de pouvoir rendre un tout petit peu à Tamara toute l'aide qu'elle m'a apportée en lui disant, voilà, en fait, l'adresse, c'est ça et c'est l'adresse où ils ont habité après leur mariage. Alors, c'était quelques mois plus tard, il y a une librairie qui s'est ouverte, donc j'ai pu rentrer prendre quelques photos. Aujourd'hui, c'est plus une librairie, c'est de nouveau fermé. Je ne sais pas s'il y avait une exposition d'art contemporain, je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, ils ont préservé le pilier et puis finalement aussi l'architecture de l'appartement. Voilà, donc c'est intéressant de voir à chaque fois, en fait, on tire des fils, on ne sait jamais très bien où ça va aboutir, et puis c'est assez jubilatoire de voir que tout d'un coup, ça y est, ça concorde, et du coup, petit à petit, voilà, la vie de Larissa à Shanghai se dessine de plus en plus précisément.
Ok. J'ai oublié quelque chose. Non, c'est très bien, à la virgule près. Et du coup, voilà, je pense que tout le monde a envie d'en savoir plus sur ce que tu as pu trouver en tirant la ficelle à Yssingeaux, donc, Oui. donc la dernière demeure de Tamara où elle a décédé après son mari. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est comment s'est déroulée cette partie de ton enquête. Et est-ce que aussi, parce que là, tu rentres un peu plus loin dans l'intimité, quelque part, de leur couple, comment tu as traité cette question de l'intimité de Larissa et puis des personnages, des descendants, en fait, quelque part, que tu as croisés Oui. dans ton livre? Alors, Larissa n'a pas eu d'enfant. Donc, ce petit-neveu est donc, en fait, le petit-neveu de Maurice Chaise, le mari de Larissa, euh, qui me donne accès donc, à leur grenier, à donc, Yssingeaux, qui est juste à côté du Puy-en-Velay. Et ce grenier est enfin, c'est une merveille, franchement. Donc, il me dit à chaque fois qu'il veut tout bazarder. Moi, je lui dis, je t'en supplie, Jean-Christophe, si tu bazardes, tu me préviens, parce que il y a énormément de choses. Donc, il y a évidemment la caisse, enfin, les malles, les cantines métalliques, parce que Maurice Chaise travaillait aux messageries maritimes, donc il a énormément voyagé. Et donc, voilà une des cantines avec lequel, dans lequel ils mettaient toutes leurs affaires et qui a fait le tour du monde. Mais il y a aussi, Maurice est quelqu'un de très organisé, de très méticuleux, au contraire de Larissa, qui écrivait ses poèmes sur des tickets de caisse, sur des bouts de papier volants, etc. Et donc, je découvre des albums photos numérotés avec les dates, avec les personnes. Enfin, tout est incroyable. Et je retrouve quelques vestiges de leurs premières années à Shanghai. Et même, alors c'est quand même assez incroyable, c'est l'invitation que reçoit Maurice Chaise pour la toute dernière soirée qui s'est tenue au Cercle sportif français le 31 décembre 1953, juste avant sa fermeture, et personne ne savait ce qui allait se passer après. Donc, c'est incroyable d'avoir ce. En plus, c'est vraiment sur un carton, c'est un papier, hein, c'est même pas un carton. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est de voir que en fait, Larissa Anders, parce qu'elle se faisait appeler Anders aussi quand elle dansait, était au programme de cette soirée, parce qu'elle a énormément dansé au Cercle sportif français. Alors, ce n'est pas là où ils se sont rencontrés, ils s'étaient rencontrés un mois auparavant, même une autre soirée du Cercle sportif français. Mais voilà, ça, c'est une trouvaille de ce grenier. Et il y a aussi énormément de cartons d'invitation du couple et de Maurice avant leur mariage pour les divers événements et soirées. Donc là, on a les célébrations du 14 juillet, en 1954. Donc, en 1954, il y a 400, 500 étrangers encore à Shanghai. Donc, et Larissa et Maurice partent en 1956, début d'année. Donc, vraiment, c'est les tout derniers étrangers encore à Shanghai. Voilà. Et heureusement, Jean-Christophe n'a pas mis tout ça à la poubelle, pas encore. Et je lui ai dit que je récupérais tout s'il voulait le faire, parce que personne dans la famille n'a l'air intéressé par tous ces vieux papiers, entre guillemets, mais qui sont des trésors pour ceux qui aiment fouiller un peu dans les archives. Ok. Donc, et alors, tu m'avais parlé, tu m'avais dit autre chose, c'est sur l'intimité aussi. Ah oui, l'intimité. Alors ça, c'est une vraie question aussi. Larissa ne voulait pas garder ses journaux intimes. Plusieurs fois, elle a voulu les brûler. C'est Tamara qui a vraiment supplié de garder ses journaux et qui lui avait promis de ne les lire qu'à sa mort. Donc Tamara a gardé ses journaux, m'a permis d'avoir accès à une partie des journaux. Mais c'est vrai que voilà, là, j'ai eu accès aussi à pas mal de lettres de Maurice. Évidemment, l'idée n'est pas d'étaler toute la vie de Larissa, c'est aussi de garder une certaine pudeur et une intimité. Quand on dit journal intime, c'est initialement un journal qui n'est pas censé être lu. Donc, ça a été très important pour moi de garder ça et d'en parler avec Tamara aussi, qui, elle aussi, a toujours vraiment respecté l'intimité de Larissa. Tamara qui l'a connue. Et Tamara qui l'a connue. Tamara, en fait, là aussi, c'est incroyable, c'est une photo. Tamara, donc, est une journaliste russe qui s'est spécialisée dans toute l'étude de l'immigration russe dans le Pacifique. Et en fait, elle a eu accès à un certain nombre d'archives en Russie. Et elle tombe sur une photo de Larissa qu'elle trouve magnifique. Et elle se dit, c'est incroyable, elle creuse et elle se rend compte que Larissa est encore en vie et habite en France. Donc Tamara qui ne parle ni français ni anglais.
arrive, je ne sais comment, à se joindre à un voyage organisé en France, fausse compagnie à tout son groupe, prend un train, arrive donc à Yssingeaux et va sonner à la porte de Larissa, qui la reçoit très froidement, en se disant qui c'est que cette Russe qui vient me demander, qui a l'air de connaître ma vie, alors que moi j'étais bien tranquille dans mon coin paumé. Et en fait, petit à petit, elles vont apprendre à s'apprivoiser. Et pendant 15 ans, Tamara va s'organiser à chaque fois pour venir une fois par an, 10 jours, 15 jours, parfois 3 semaines quand elle peut, pour faire un énorme tri dans les affaires de Larissa et mettre au jour ce livre dont je vous ai parlé, qui est un trésor pour les gens qui s'intéressent un petit peu à l'immigration russe dans le Pacifique et notamment à l'histoire de Larissa. Et ce qui est émouvant aussi, c'est que Larissa n'a jamais rentré en Russie, elle n'a jamais pu retourner vivre en Russie. Et elle a vu le livre un an avant sa mort et d'une certaine façon, pour elle, c'était très important parce que c'était revenir dans son pays avec un livre. Et c'est pour ça que je suis aussi émue et heureuse parce que voilà, elle a quand même vécu 23 ans à Shanghai et du coup, c'est une façon, avec ce livre, de la faire revenir à Shanghai et dans des bâtiments et auprès d'une communauté française qu'elle connaissait très bien. Voilà. Ok. Et finalement, ça amène quelque part à l'avant-dernière question. Ça rejoint un peu ce que demandait Pierre tout à l'heure sur comment dire, est-ce que tu aurais voulu changer quelque chose? Moi, ce serait plutôt, est-ce qu'il y a des choses que tu veux creuser? Peut-être que tu avais posé la question. Par rapport aux pistes que tu as dégagées dans ce livre. Généralement, est-ce que tu as un nouveau projet d'écriture qui suit pour bientôt? Alors, creuser, moi j'adorerais avoir accès aux archives de Larissa à Shanghai, parce qu'il y a des archives, notamment des archives de la police. Et quand David présentait en disant que Larissa a peut-être été espionne à un moment, comme beaucoup de Russes en fait à Shanghai et beaucoup à Shanghai. Enfin, quand on lit des livres sur le Shanghai de la guerre notamment, c'est incroyable. C'était vraiment un bocal, un nid d'espions. Elle a certainement été obligée à un moment ou à un autre. Elle n'en parle évidemment pas dans ses journaux intimes, mais il y a des lapsus, il y a des choses qui sont bizarres. Et j'aurais adoré avoir accès aux archives, puisqu'il y a des archives. Larissa a été empêchée de quitter Shanghai de 1950 à 1955. Alors, on a dit que, parce que dans son dossier, il y avait marqué elle s'occupe de politique au lieu affaires politiques au lieu d'affaires poétiques. Bon, moi, je ne crois pas trop à qu'il s'est fait une erreur comme ça. Donc, il y a quelque chose. Elle a été interrogée longuement. J'en parle. J'ai creusé plusieurs pistes, mais j'ai pas de réponse. Alors après, toute vie est un mystère aussi, et c'est ça qui rend les choses belles. C'est que voilà, on creuse, il y a des ombres, et c'est ce qui rend son parcours aussi très riche. Mais j'adorerais avoir accès un jour à ces archives et découvrir le fin mot de l'histoire. D'accord. Et sur un projet, oui, j'ai un autre projet. Voilà. Tu en diras. Ah, ok. C'est marqué ici, hein, mais apparemment, il ne faut pas le dire. Ok, merci beaucoup, Marie-Astrid. Pour conclure, avant que les questions fusent, je pense qu'il y en a beaucoup. C'est pas vraiment une question, ça serait plutôt quelque chose d'assez général. Est-ce que tu as des conseils ou des encouragements pour les membres du club recherche qui voudraient se lancer sur cette trace? Simple trace. Alors, une chose très importante, c'est de demander de l'aide. En fait, il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses ici. Et voilà, j'ai un certain nombre de personnes depuis le départ qui sont parties un peu du groupe des fous du vieux Shanghai. Donc, voilà, je pense à David Morisot, je pense à Nicolas Grevaux, je pense à Didier Pujol, je pense aussi à Hugues Martin, qui ont été vraiment des gens qui tout de suite ont répondu à mes questions, m'ont pas prise de haut en disant qu'est-ce qu'elle déboule, elle s'intéresse à l'histoire, elle n'y connaît rien. Je pense que c'est important de demander à... Voilà, beaucoup de gens savent. Katia Kniazeva aussi, qui est une... alors, elle a, je pense, l'équivalent de 10 bibliothèques dans son ordinateur. Elle est russe et elle s'est aussi spécialisée dans l'histoire des Russes à Shanghai, qui m'a été vraiment d'une aide précieuse et toujours de façon très généreuse. Donc, il
faut pas hésiter en fait à demander. C'est une première chose. Après, je pense qu'il faut creuser. Et parfois, moi, j'avais plein de fils qui tombaient, je savais pas, je tirais quelque chose, je partais, j'avais l'impression de perdre du temps. On perd pas de temps parce que parfois, comme je vous ai raconté là sur cette photo, bon, bah, on tire ce fil du certificat de mariage. Je me suis dit, bon, bah, voilà, on va juste me dire la date de son mariage et finalement, je le sais à peu près. Et ben non, en fait, on arrive à autre chose. Donc, il faut tirer ces fils, même si on a l'impression qu'on s'éparpille, parce que finalement, à un moment ou un autre, ça se rejoint. Et puis, je pense que la mémoire fait défaut. Il faut aussi noter. J'ai rencontré beaucoup de gens et parfois, j'ai fait un peu l'erreur de me dire j'écrirai mon compte rendu après. Et en fait, on oublie, et c'est dans les petits détails, c'est les petites choses que les personnes vous vont dire qui vont tout d'un coup résonner à un moment ou à un autre et pas au moment où vous l'écoutez. Donc, ça, je pense que c'est très important. Et puis après, croire en sa chance. Moi, franchement, quand j'ai commencé, je ne pensais pas que sa vie était aussi riche, je ne pensais pas que j'y arriverais, je ne pensais pas que ça intéresserait en fait. Mais il y a un moment, il faut suivre son instinct. Voilà, et se dire qu'on peut y arriver. C'est un grand rêve pour moi et j'ai du mal à y croire encore. Voilà, bah ça intéresse, ça a intéressé une maison d'édition et puis ça intéresse des gens qui le lisent. Il y en a qui ça m'intéresse pas non plus, mais j'ai eu des retours positifs et donc ça pour moi c'est précieux. Donc, ça marche. Voilà. Ok, merci beaucoup. Super. Merci à vous. Merci. J'espère que c'est pas trop long. Question? Ouais, on va poser des questions pour bien vous enregistrer sur le audio. On va parler un peu au niveau avec Christophe. Voilà, vous prenez et puis vous parlez comme ça. Exactement. On va faire passer. Donc, première question ici. Bon, N'ayez pas peur. non. Merci beaucoup, Astrid, d'être là. Et merci beaucoup à la Société d'Histoire, que je le suis depuis des années, à l'UFE aussi. Et merci beaucoup à l'accueil de Consul, toujours accueillant avec la communauté française. Et les personnes qui ne sont pas françaises, aussi on est bien accueillis. Et, c'est extraordinaire, je suis fascinée par la recherche. C'est vraiment un travail énorme que tu as fait. C'est vraiment riche et délicat, descriptif, poétique. Ton livre, c'est poétique, il enfile toujours. Donc, vraiment, ça t'émue. Vraiment, j'ai plein de questions, mais je les laisserai pour la prochaine. Donc, j'ai marqué dans un épisode, ça, au fond de... Non, c'était pas ça. Au fond des vides, attends, je l'ai marqué, comment, avec les choses électroniques. Donc, au fond des vides, dans la page 220, il y a une description de Shanghai. Cet épisode, c'est un peu dur. C'est un peu... Et tu dis, cette ville est une femme jalouse, dure, vénale, qui s'insinue dans les cœurs des autres femmes, dans leurs doutes, leur fragilité, et les connaît bien. Pourquoi tu décris Shanghai comme ça? Une femme jalouse. Une femme jalouse. Pourquoi une femme? Pourquoi une femme? Alors, je sais peut-être parce que... Merci beaucoup. C'est Wang Ani qui a des mots très très beaux sur sa ville, sur Shanghai, et qui dit à un moment que Shanghai est comparable à une femme, alors je ne sais plus les citations exactes en tête, mais qui jette l'or et l'argent dans le ciel. Et moi, j'ai adoré son livre Le chant des regrets éternels, qui est remarquable sur Shanghai. Et ça m'a fait extrêmement plaisir parce qu'elle parle de Shanghai, elle personnifie Shanghai comme une femme. Et moi, alors peut-être parce que Wang Ani est une femme et que je suis une femme, mais moi, j'avais vraiment l'impression que Shanghai était une femme et que s'il fallait que je la personnifie, je lui prêterais des traits féminins. Voilà, du coup, c'est pour ça. Pourquoi jalouse? Pourquoi jalouse? Parce que je trouve que dans les histoires, là,
comme je vous disais, j'avais pas mal enquêté. Au départ, je voulais écrire une série de portraits sur les femmes à Shanghai, un peu à différentes époques, parce qu'il y avait peu de choses qui étaient écrites sur elles et que moi, j'étais fascinée par les liens presque physiques d'amour et de haine entre ces femmes et Shanghai. Et que finalement, même moi, en vivant 6 années dans cette ville, j'ai détesté cette ville et je l'ai adorée. Il y a des moments qui sont durs. Cette ville est très dure. Elle nous malmène. On en sait quelque chose ces derniers temps. Et en même temps, elle nous apporte énormément quand on apprend à s'abandonner à son flux. Et donc, voilà, je me suis dit jalouse parce que dans ces histoires de femmes, en fait, très souvent, elles vont personnifier la ville. Il y a cette espèce de rapport de femme à femme en disant j'en ai marre de cette ville. Emily Ann, par exemple, qui est une journaliste américaine très excentrique dans les années 30, qui se baladait avec son gibon sur l'épaule et qui était très proche de Victor Sassoon. Elle a des mots très beaux aussi sur Shanghai. Elle y a aussi souffert. Elle y arrive avec un cœur brisé et elle raconte à la fin, alors qu'elle est obligée de quitter Shanghai dans des conditions assez compliquées, Shanghai is for now, for the living me. Il y a vraiment ce rapport très épidermique en fait avec la ville. Et elle aussi a une façon de décrire la ville en lui prêtant des traits féminins. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, pour moi, voilà, s'il fallait que je la personnifie, ce serait une femme, indubitablement. Merci beaucoup, merci beaucoup de mettre en valeur les femmes on dit en espagnol, de sacarlas un poco, de les sortir un peu, donner sa vie que tu as donnée à Larissa, Pauline et à toi. Merci. Merci à toi. D'autres questions? C'est derrière. Oui, j'ai une question peut-être plus sur l'époque que sur Larissa elle-même. Si j'ai bien écouté, Larissa a vécu en 46 jusqu'en 56 à Shanghai. Et 46, c'était après la fin des concessions. Comment est-ce qu'un étranger vivait à Shanghai? Qu'est-ce qu'on faisait dans cette époque-là que moi, je connais assez mal. Vous avez des indices sur le sujet? Oui, alors ça va dépendre de quelle nationalité vous étiez. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Paul French, d'ailleurs, je crois que le prochain livre qu'il aimerait écrire, il disait que la période de 1946 jusqu'à début des années 50 est une période qui est peu étudiée et qui est pourtant passionnante aussi, notamment parce que c'est une période très chaotique. Il y a une inflation galopante à Shanghai. Vous avez les luttes qui reprennent entre communistes et nationalistes chinois. Les Américains sont là et essayent d'arranger les choses et puis finalement s'en vont. Et les Russes, donc Larissa, mais vous avez aussi Lillian Willins, par exemple, qui l'écrit dans son livre Stateless in Shanghai, qui raconte le quotidien de sa famille juste après la guerre. C'est une grande période d'incertitude pour tous ces étrangers. Lillian Willins, c'est pareil, elle est apatride. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on revient? Est-ce qu'on fait confiance à l'URSS qui, comme je vous le dis, déploie tous ses talents pour vous faire revenir? Beaucoup vont prendre la nationalité soviétique à cette époque-là. Larissa la prend en 1946 en se disant « je vais rentrer, j'attends un peu de voir ». Et il y en a beaucoup qui vont attendre les premiers départs. Donc, vous avez même l'URSS qui affrète une prise de guerre, un bateau pris par aux Allemands, qui arrive à Shanghai, je crois que c'est 1947, les premiers qui partent. Et vous avez plusieurs milliers de Russes qui vont repartir en URSS et qui avaient dit à leurs proches, voilà, une fois qu'on sera là-bas, on vous écrira, on vous dira comment ça se passe et tout ça. Alors évidemment, il n'y a plus de nouvelles. Et les plus malins avaient dit bon, alors j'écrirai avec une encre de couleur rouge si ça se passe pas bien et bleu si ça se passe bien. Et donc certains ont reçu en fait des lettres évidemment écrites en rouge qui disaient que tout allait bien. Et puis je crois qu'il y a eu quelques exemples aussi de gens qui ont réussi à fuir et qui sont revenus à Shanghai. Je l'ai lu, je ne sais pas si c'est chez Marcia Resteno ou ailleurs. Et du coup, alors là, c'est tout d'un coup le revirement total. Donc vous repartez. Beaucoup, du coup, veulent récupérer leur statut d'apatride pour ensuite pouvoir récupérer un visa par
l'Organisation internationale des réfugiés, donc qui est l'ancêtre du Haut Commissariat des réfugiés, pour pouvoir ensuite avoir un visa pour l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, enfin n'importe où, mais pas en Chine et pas en URSS. Donc, pour vous dire, oui, c'est une période beaucoup d'inflation. Liliane dit qu'il se baladait à vélo avec des valises de billets, que finalement on arrêtait même de payer en billets, on payait en nature, hein, parce que ça se dévalorisait plusieurs fois dans la journée. Et passer l'euphorie de la victoire, c'est aussi beaucoup de questions pour tous ces gens qui se disent qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est très instable, politiquement parlant, en Chine. On n'est pas forcément les bienvenus. Et puis, les années passent et la menace, enfin, pour les Russes qui ont fui donc le communisme en Russie, voient que du coup les communistes arrivent et vont prendre le pouvoir. Et là, c'est où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on fuit. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Très clair, merci beaucoup. Ouais, je le voulais garder, mais comment tu as traité vraiment les frustrations de Larissa? Parce que Larissa, elle avait beaucoup de frustrations comme femme, ici à Shanghai, comme étrangère, la danse, pas avoir un enfant, même si c'est aussi une décision aussi par elle, les amours, les rencontres, pas les rencontres, tout ça mélangé avec Pauline et toi, comme écrivain, comment tu es arrivé à gérer les émotions de Larissa? Waouh! C'est le talent de l'écrivain. Bonne réponse. Non, Ouais, tout c'est simplement, c'est c'est l'imagination, compliqué. c'est mettre à sa place, imaginer ses sentiments en tant que femme et voir. Voilà, et c'est ça c'est ça l'atmosphère, le génie. Bah oui, non mais c'est vrai. Lisez le livre, vous verrez. Non, ouais, non, c'est aussi Pauline, donc, est une narratrice qui est fictive, et j'avais envie d'avoir ce va-et-vient, parce que, en effet, la découverte de Larissa est quelque chose de très intime, parce que dans ses journaux, elle parle, elle me parlait. Voilà, même si on a vécu à des époques complètement différentes, il y a des situations qui nous parlent, et quand on est femme à son époque et aujourd'hui, ben voilà, ça résonne. Et je voulais garder ça. En fait, j'avais pas envie de faire une biographie de Larissa parce que elle m'a vraiment parlé de façon intime et je voulais garder ça. Et je voulais que ce soit un roman parce que ça me permet aussi de mélanger. Moi, c'est la magie des livres aussi, c'est qu'on est embarqué dans une histoire et que vous avez une part de fiction, vous avez une part de réalité, et c'est peut-être la meilleure façon de donner une image de Larissa, de la rendre vivante en fait, pour les lecteurs qui vont lire et ne pas juste dire. Alors, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut pour faire une biographie, mais j'avais vraiment envie de la rendre vivante, telle qu'elle m'est apparue dans ces journaux. Voilà. C'est pour ça que ma question, c'est comment tu as géré tes émotions? Je les ai laissés parler, en fait. Donc, il y a des moments, d'ailleurs, je le dis dans le livre, il y a des moments où je suis en colère contre elle. Je ne comprends pas ses choix, ça me paraît fou. Et voilà, je lui dis, et au départ, je me suis dit, je ne vais pas mettre ça. Et puis après, je me dis, bah si, en fait, parce que ça fait partie du cheminement. Il y a des moments où j'ai pleuré, il y a des moments, voilà, vous verrez, il y a des embranchements, comme dans toutes nos vies, en fait. Et on prend ou on prend pas. Et le problème, c'est qu'à son époque, c'était des questions presque de vie ou de mort. Donc, moi, avec ma position, ce qui était extraordinaire, c'est de pouvoir faire le chemin inverse et de se dire, si elle avait fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Et en fait, très souvent, si elle avait fait ça, elle aurait fini au goulag. Si elle avait fait ça, elle serait morte là. Voilà. Donc, en fait, c'est ça aussi d'écrire, c'est qu'il faut essayer de transcrire cette émotion-là et d'emmener quelqu'un qui ne connaît rien à l'histoire, mais qui se laisse embarquer par Larissa et Pauline. Ouais.
Je t'en prie. Larissa est danseuse, mais en fait, à aucun moment tu ne parles de sa danse, de ce qu'elle danse et de ce. Et moi, ça m'a interpellée parce que moi, je suis danseuse et donc du coup, je me suis un peu posé la question, mais j'ai pas vraiment réussi à trouver la réponse. Ouais. Tu as raison. En fait, ce qui est difficile dans la danse, c'est que tu as envie de la. Alors, j'ai des scènes où elle danse. J'en ai mis dans le. Alors, je suis aux 2 tiers, donc Comment peut-être que je suis aux deux Ah, tiers alors, du livre. mais C'est tu peut-être vers la verras. fin. Il y en a, mais c'est vrai que d'abord, c'est son cheminement personnel qui me marquait, comment elle vivait à Shanghai. Et ce qui est difficile dans la danse, c'est qu'il y a beaucoup de photos très figées d'elle. Et évidemment, je ne l'ai pas vue danser. Donc, j'essaye à certaines périodes. Je sais qu'elle va danser qu'à Shanghai parce que après, quand elle part, elle quitte de Shanghai, elle dansera plus jamais. Mais c'est, oui, peut-être. Alors, moi, je ne suis pas danseuse, donc j'ai à la fois regardé ses photos en essayant d'imaginer et en lisant aussi ce qu'elle racontait dans ses journaux, parce que ce qui était intéressant, c'est de voir aussi ce qu'elle faisait sur scène, l'image qu'elle donnait sur scène, et ensuite ce qu'elle racontait dans ses journaux. Et je me suis dit, finalement, ce qui m'intéresse aussi de mettre un peu en avant, c'est ses émotions à elle quand elle danse. Notamment, il y a une partie à Hong Kong où elle est très dure avec elle-même sur sa danse. Elle trouve qu'elle a perdu, qu'elle a grossi. Et ça m'intéressait de le mettre en avant. Après, sur les questions techniques de danse, c'est compliqué aussi de savoir ce qu'elle dansait exactement. Elle avait à la fois des compétences classiques, parce qu'elle a suivi des cours au Lyceum Theatre avec une ancienne maître de ballet russe. Mais en même temps, elle faisait aussi de l'acrobatie. J'apprends par des différentes sources en fait que voilà, elle dansait donc au club, au Tower Club de Victor Sassoon, mais elle a dansé aussi dans des cabarets qui étaient un peu plus minables au tout début de sa carrière. Donc c'est très particulier. Elle est assez versatile et elle laisse très peu de traces dans ses journaux sur justement qu'est-ce qu'elle danse exactement. Et donc voilà, je me base sur les photos. Et on ne dit pas si elle est sa propre chorégraphe ou si. Alors, il y en a, non, c'est elle qui montait toutes ses danses. Par contre, sur certaines de ses musiques, elle prenait des musiques existantes ou, ça j'en parle, Aaron Avshalomov, qui était un compositeur célèbre russe à Shanghai, lui a composé un certain nombre de ses danses. Donc ça, on a retrouvé, et on a retrouvé aussi elle, sa chorégraphie, elle écrit en fait mot à mot, je fais ci, je me tourne, je machin, etc. Donc il y en a quelques-unes, mais très peu, qui sont restées. À la fin, je crois, il y a quelques photos d'elle qui dansent, oui. Voilà. Il y a des photos au cercle, je crois que c'est le cercle sportif français, en haut à gauche. Mais c'est très figé. Donc voilà, j'ai essayé de faire mon possible là-dessus. Alors, merci encore pour la présentation. Est-ce que si j'ai bien compris, en fait, il y a déjà eu un livre d'écrit qui a été publié en russe. Et donc, quelle a été la réception de ce livre en Russie? Est-ce que votre livre sera traduit peut-être en russe pour le public russe? Donc, il découvrira peut-être cette personne russe qu'ils ont peu connue. Et est-ce que Tamara, du coup, puisqu'elle lit pas le français, est-ce qu'elle a quelle est l'opportunité pour elle de découvrir ce livre, en fait, puisqu'elle a travaillé beaucoup Très bonne à question. vous aider? Alors, son livre a été publié en Russie, oui, a eu du succès, plutôt en Extrême-Orient russe. Elle était très connue comme poète en Extrême-Orient russe. Et puis, elle est née à Khabarovsk, elle a habité à Vladivostok, donc c'est vraiment... La Russie est vaste, voilà, donc elle est moins connue à Moscou.
ensuite, traduit en russe, écoutez, j'espère un jour, mais les circonstances actuelles font que les liens sont pas évidents entre voilà, la Russie et la France. Mais Tamara, qui habite toujours à Vladivostok, essaye activement de trouver, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Tamara, donc on est devenus très proches. Elle a réussi à venir au mois de juin pour le lancement du livre à Paris. Les éditions Paulsen ont pu lui faire une lettre officielle demandant sa venue pour la sortie du livre et ça a marché, ce qui est juste incroyable. Donc on a pu se revoir à cette occasion. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que Tamara m'a fait confiance depuis le départ. Elle m'a dit, en fait, elle a une façon très russe de sentir les choses. Et à partir du moment où le courant passait, elle me dit, je vous fais confiance. Donc, moi, je lui avais essayé de lui traduire. J'avais traduit quelques pages. Puis, évidemment, ça ne fonctionnait pas. Je lui ai envoyé le manuscrit avant sa parution parce qu'elle m'avait dit que quelqu'un pouvait éventuellement lui traduire. Mais je crois qu'il lui a traduit de façon très, très voilà, partielle. Et après, elle a des amis donc, qui ont lu le livre publié, qui parlent très bien français. Du coup, je crois l'ont rassurée sur le fait que je ne dénaturais pas Larissa et qui ont aimé le livre. Et donc, voilà, elle est confiante, mais elle est très impatiente de le lire en russe un jour. Et en effet, elle n'a pas lu le livre en détail. Voilà, elle sait qu'elle est émotionnée. Je lui avais demandé son autorisation, bien sûr. Mais voilà, c'est beaucoup une relation d'amitié et de confiance entre elle et moi. Question? La dernière. J'en ai deux. La première, c'est quelle est la part de Marie-Astrid dans Pauline? Des questions un peu personnelles. Et la deuxième, je pense que pour nous qui habitons à Shanghai, c'est vrai que le lire, on a un côté un peu détective parce qu'on essaie aussi de retrouver des endroits. Toi qui as dû rechercher beaucoup plus que nous, qu'est-ce qui reste de cette époque? Quels sont un peu les endroits phares que tu as pu retrouver à Shanghai? Ouais. Alors, la première question, il y a toujours, il y a évidemment beaucoup d'un auteur dans son livre. En plus, je l'écris donc c'est une première personne qui s'adresse à Larissa avec un tu, qui n'est pas quelque chose d'évident au départ. Et je l'ai même modifié à un moment. Je suis passée au il, elle en me disant ça va pas du tout plaire à un éditeur en fait que j'écrive avec un tu. Et puis ça sonnait pas du tout juste. Donc je me suis dit tant pis, c'est comme ça que je le sens, je vais le faire. Et ce jeu, je me suis dit, moi, j'avais pas envie de m'étaler, de raconter ma vie dans cette histoire. Je voulais vraiment mettre l'accent sur Larissa, mais je voulais qu'il y ait ce va-et-vient entre deux femmes à deux époques différentes. Et donc, le jeu narratif me permet ça. Il y a à la fois, évidemment, pour des gens qui vous connaissent bien, qui retrouvent des choses, et puis il y a une part de fictif complet. Donc, voilà, bonne chasse pour savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et pour la deuxième partie, oui, il y a quand même un certain nombre de choses. Là, on est à Singapour depuis un an. On m'a toujours dit, oui, c'est fou ce qui est détruit à Shanghai. Enfin, honnêtement, quand on est à Singapour, on se rend compte de ce que c'est qu'une ville qui a vraiment détruit beaucoup plus que Shanghai pour des questions de place principalement, mais il y a énormément de choses qui restent en fait à Shanghai. Donc j'ai parlé du Lyceum Theatre où elle danse dans les années 30. Je parle aussi du cercle sportif français. La salle de bal où elle danse est encore complètement d'époque, hein, peut-être sauf le parquet flottant. On ne sait pas s'il est en dessous de la moquette ou s'il a été retiré, mais voilà, c'est là. Donc on peut s'imaginer qu'elle a vu, elle a vu ces murs, elle a vu ça, elle a vu la verrière au-dessus. L'appartement, donc, je l'ai retrouvé intact. Ce pilier, il existe toujours. L'architecture existe aussi. Les églises orthodoxes ont été préservées. Alors, j'en parle un peu dans le roman. Elles ont été modifiées, elles sont servies de plein de choses, mais finalement, elles sont encore debout et plutôt bien restaurées. Après, les cabarets, les restaurants, là, il y a des choses qui ont disparu. Et Katia Kniazeva m'a énormément aidée justement pour retrouver les emplacements. Alors aujourd'hui, on ne reconnaît plus rien, mais bon, on sait que ça a existé un jour, il y a des photos.
Donc, non, c'est un jeu de piste qui est plutôt sympa parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent. Et c'est ce que j'aime à Shanghai, c'est que il y a des vestiges un peu partout. Il suffit juste de lever la tête ou de la baisser, justement. Je voudrais seulement soulever qu'on était ensemble, le pilier, mais vraiment, moi j'ai vu la photo, et il y a un truc vraiment incroyable, qu'on voit la photo de Larissa, on est sur le pilier là, comment on l'appelle ça, Sadé, ouais. voilà, Dr. Sadé, et on est là, on est devant elle, et on se dit, mais il y a 100 ans, elle était là, quoi. Mm. Et là, il y a un truc qui se passe, vraiment, c'est incroyable. Il y a un truc, mais vraiment, il y a un truc qui se passe, hein, non donc voilà. Donc, C'est vrai. c'est Ah non, c'est vrai. C'est vrai que c'est fou de voir, fou, hein. de voir ce qu'elle a vu. Dernière question ou pas? C'est bon? Ouais, c'est peu. Ok. Toute dernière question. Alors, merci de cette présentation. Je voulais savoir si dans ce concept de fiction-réalité, si tu pouvais rencontrer ce soir Larissa, dans un dialogue bien sûr intime, pas avec l'audience, qu'est-ce que tu voudrais lui dire et quelle serait ta question? Si tu as encore, je suis sûre que tu as plein de questions à lui poser, mais quelle serait une question que tu voudrais choisir pour elle? Ah, la vache. Vous pouvez le fermer avant. Je dirais merci, Larissa, parce que alors moi je crois, je crois aux fantômes. Je mets d'ailleurs dans le livre une citation Il ne connaît pas sa ville, celui qui n'a pas fait l'expérience de ses fantômes. Je pense qu'il y a beaucoup de fantômes dans une ville comme Shanghai, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et Larissa, moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle était présente à différents moments. Il y a vraiment eu différents moments, et je vous ai dit, ça a commencé avec l'aéroport où on me dit, c'est pas là par hasard, et j'arrive le jour anniversaire de Larissa, alors que j'ai modifié 3 fois mon billet, voilà, pour des problèmes de visa, etc. Il y a un moment, en fait, vous dites, c'est pas possible. Enfin, il y a eu comme ça plusieurs points. Donc, je voudrais lui dire merci parce qu'en fait, avec elle, j'ai osé, en fait, je me suis autorisée à écrire, qui est un rêve que j'ai depuis très, très longtemps. Et puis ensuite, vous faites des études, vos parents vous disent, oui, c'est sympa l'écriture, mais enfin, tu vas gagner ta vie avec ça, fais donc du marketing, et puis tu auras le temps, tes heures perdues. Donc, évidemment, oui, on n'a pas le temps. Puis ensuite, on a des enfants, et puis voilà. Et puis, mon mari m'a donné cette opportunité de partir à Shanghai. Et là, voilà, je lui ai dit, écoute, je te suis, mais je vais écrire parce que s'il y a quelque chose que je vais regretter à la fin de ma vie, c'est de ne pas l'avoir fait. Et j'ai cette possibilité de le faire là, maintenant. Et Larissa m'a donné cette impulsion que j'ai tourné autour de plusieurs sujets. Ça m'a pris du temps, en fait, avant de trouver. On a besoin de temps, tout prend du temps. Et Larissa m'a donné cette espèce d'impulsion, en fait, pour y aller jusqu'au bout, parce que 3 ans, c'est long, hein. Il y a des moments où j'en avais marre. Je me suis dit, ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt, j'arrive pas. Pourquoi je perds du temps comme ça? Et à chaque fois, il y a eu des petites choses qui sont arrivées, qui m'ont donné le courage de continuer. Et aujourd'hui, j'ai un autre projet, j'ai un éditeur qui est intéressé par d'autres projets, et j'adore ce que je fais. J'adore vraiment ça. Donc, merci Larissa. Je pense que, voilà, j'espère que je ne l'ai pas trahi, mais en tout cas, elle m'a énormément apporté. Et qu'est-ce que je lui poserais comme question? Oh là là. Le problème, c'est que je ne peux pas trop. Une question que je voudrais lui poser, c'est qu'est-ce que tu as foutu en 1933 et 1934? Et je ne vous dirai pas pourquoi, mais vous le verrez dans le livre. Voilà, il y a un moment dans sa vie où il y a quelque chose qui n'a pas eu lieu et qui aurait dû avoir lieu. Après, c'est comme ça dans toute vie, et il y a évidemment un sens à un moment ou à un autre, mais ça, alors là, j'aimerais bien l'avoir en face pour lui demander. Voilà. Très bien, merci. On va conclure avec les mots de l'UFE. Donc, je passe la parole, Benjamin. D'abord, je tiens à remercier Marie-Astrid d'être parmi nous ce soir avec Larissa, apparemment, pour cette belle conférence culture qui nous permet de remonter dans le passé, de découvrir plus sur l'histoire de Shanghai et de Larissa.
C'est une histoire qui nous permet de voir Shanghai avant, mais aussi de comparer avec le Shanghai d'aujourd'hui. On est tous présents ici pour une raison ou une autre. On prévoyait de venir pendant 1 mois, 1 an, 2 ans. Et pour plusieurs, on est resté déjà depuis 10, 15 ans. Donc, on a tous une histoire en fait atypique, unique, tout comme Larissa. Donc, merci de partager ce beau travail de recherche avec nous ce soir. En petit point, on a décidé avec la Société d'Histoire de Chine d'adresser les profits de la soirée au Téléthon. Il y aura une soirée, un gala du Téléthon noir et blanc qui est prévu le 1er décembre, organisé également avec le Rotary. Donc, n'hésitez pas à vous diriger vers Véronique ou vers moi pour avoir plus d'informations et vous partager le flyer tout à l'heure. Et avant d'entamer la session de dédicace, un grand merci donc à la Société d'Histoire de Chine, à toute l'équipe, à Monsieur le Consul Johan Valadou de nous accueillir ce soir à la résidence avec toute son équipe pour l'organisation. Et nous allons entamer un petit cocktail pour pouvoir échanger et trinquer au succès de Et Shanghai demeure. Merci à tous.